Partagé pendant que parce que c'est un article quand même France 3 Régions, c'est intéressant. Vaccin anti-Covid, le médecin suspendu voit son pourvoi en cassation rejeté. Docteur Siller, donc médecin généraliste à Autun, suspendu en janvier 2025 pour avoir refusé de vacciner contre la Covid-19 certains de ses patients. On lui demandera tout de suite pourquoi, pour quelle raison, est-ce que c'était une contre-indication. Et il est suspendu jusqu'en juillet 2025 dans un pays où on manque de médecins. Je trouve ça scandaleux. Et quand c'est refusé en cassation, maintenant tu peux, comme pour nous avec Wikipédia, tu peux aller demander la CEDH. À la Cour européenne des droits de l'homme, d'ailleurs, on est en train de faire notre dossier. Il faut encore que ce soit accepté. C'est pas dit et c'est très coûteux. Mais bon, voilà, on va aller au bout des procédures qui nous sont accordées. Ils doivent avoir beaucoup de procédures de complotistes. Hein. La CEDH, là, ça va commencer à déborder. Là. Est-ce que le docteur Siller est parmi nous? Oui, il est là. Oui. Bonjour. Bonjour, docteur. Bon, donc, c'est ce que je fais, CEDH, oui. Alors, quel est votre premier ressenti là-dessus? Vous êtes un médecin, on vous a pas beaucoup vu dans les médias libres. On vous accueille mal. Il y a Marco qui est avec nous, au bon tweet aussi, et donc, moi, Romain. Voilà. J'ai pas été, je connais au bon tweet. Hein. Ah, génial. Et vous connaissez Nexus aussi? Merci. Oui, Nexus aussi. Oui. J'ai pas été médiatisé pour l'instant, enfin localement un peu, mais en fait c'est. Moi, si vous voulez, je suis poursuivi pour avoir pas suivi les recommandations. Mais pour moi, les recommandations sont politiques et non pas scientifiques. Parce que c'est régulièrement comme ça. Vous aviez dans l'ANSM, l'ANSM par exemple, la HAS aussi, vous aviez une notice scientifique qui, elle est sérieuse, avec une revue de la littérature, etc. Et puis juste après, vous aviez un petit appendice qui faisait la négation exacte de ce qui venait d'être dit. Donc, pour moi, c'est du pipeau. Les recommandations, c'est vraiment, elles n'ont pas été écrites par un scientifique, ça n'est pas possible. C'est vrai. Donc, c'est du politique. Et là, bien de le rappeler. D'ailleurs, vous dites que vous et aucun patient ne s'est plaint, ce sont des signalements d'autres médecins qui sont venus vous voir. Signalements. Alors, les signalements, elles ont été faites nommément par des médecins de l'hôpital d'Autun. Mais ils ne m'ont pas dit quels étaient les patients. Donc, je ne pouvais pas aller voir dans les dossiers s'il y avait une contre-indication ou pas. Je pouvais pas me défendre. C'était impossible. Mais vous, pour quelle raison vous avez pu être amené à refuser de vacciner certains patients? Est-ce que c'était lié à des contre-indications, leur passif médical? Moi, j'estime il n'y avait pas les garanties de sécurité, il n'y avait pas les garanties d'efficacité non plus, puisque je défie quiconque de me montrer une preuve que les recherches ont été faites pour l'efficacité et pour l'innocuité. Donc, il n'y avait rien, ni chez Pfizer, ni ils ont pas fait les recherches qu'il fallait. Et puis alors, évidemment, enfin, je veux dire, le temps des recherches, c'est 6 mois, quoi. Pour un vaccin, je regrette beaucoup, mais avant, c'était 10 ans. Ouais. Donc déjà, rien que ce genre de choses, c'est grotesque. Enfin, et puis, il y a eu auparavant aussi l'histoire de l'hydroxychloroquine. Bon, j'ai eu l'impression que déjà, ça faisait la race du château de cartes, quoi. Déjà à ce moment-là, je me disais, si on commence comme ça veut dire que la suite, c'est une maladie infectieuse, on va y avoir droit, quoi, comme pour la H1N1, etc. Ça n'a pas raté. Donc voilà. Et là, l'ordre des médecins, on a vu, justement, on en parlait hors micro, il y a aussi le chirurgien Loridan, docteur Eric Loridan, qui a été aussi poursuivi par l'ordre des médecins. Mais on a l'impression que ça fait vraiment chasse aux sorcières depuis de fin 2022 où Christian Perron, Fouché, tout le monde a été... C'est toujours sur la base de signalement de cette manière-là. Éric Loridan rappelait que l'ordre des médecins, sa mission est de veiller à ce que le médecin, notamment généraliste comme vous l'êtes, soit libre et indépendant dans ce qu'il prescrit et sa capacité à prescrire, ce qu'il veut prescrire et ce qu'il ne veut pas prescrire. Vous, quel regard vous portez dessus? Alors, excusez-moi, j'ai... Non, je disais, vous êtes poursuivi comme ce docteur Éric Loridan et tant d'autres. Ouais. L'ordre des médecins, normalement, a pour mission de respecter la liberté de prescrire ou de ne pas prescrire. Quel est votre regard? Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ça, puisque c'est l'ordre des médecins ça a été confirmé il n'y a pas très longtemps par la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne, qui a dit le 30 janvier, donc avant
le jugement du Conseil d'État qui n'a pas voulu regarder ce qu'avait dit le Conseil de l'Ordre, donc qui a accepté ce qu'a dit le Conseil de l'Ordre. La Cour de justice de l'Union européenne, le 30 janvier, a émis un arrêté stipulant la notion de responsabilité du médecin en cas d'effet secondaire. On a besoin d'une ordonnance et les injections étaient facultatives, autant du point de vue du médecin que du point de vue du patient. Le médecin avait donc le droit de ne pas les recommander aux patients et de ne pas injecter. Ça, c'est la Cour de justice de l'Union européenne le fin janvier. C'est assez clair. Et l'arrêt du Conseil d'État, c'était le 7 mars. Donc, ça veut dire clairement qu'ils n'ont pas du tout fait, enfin, ils ont refusé de faire attention à ce qui avait été dit au niveau européen. Or, il y a une prééminence du droit communautaire sur le droit national. C'est vrai. Pour une fois que ça peut nous être favorable et utile, oui, autant en profiter. Donc ça veut dire qu'ils utilisent aussi le droit européen quand ça les arrange, et quand ils veulent s'en passer, ils s'en passent. Oui, c'est à plusieurs vitesses. Et puis, si vous voulez, il faut rajouter plusieurs choses. Les principes de la conciliation au Conseil de l'Ordre au niveau départemental n'ont pas été respectés. Au Conseil disciplinaire régional, donc l'audience s'est faite à huis clos, ce qui n'est pas normal non plus. Pour mon avocat, il a dit que ce n'était pas normal. Moi, j'ai fait appel de la décision du Conseil régional. Je me suis retrouvé donc à Paris. Et j'ai dit à Paris, si vous me condamnez, il faut condamner aussi la HAS, la ANSM, l'Agence européenne du médicament, etc., puisque les notices techniques et scientifiques n'affirmaient en aucun cas qu'il fallait se faire vacciner, que c'était sécure, etc. Ils disaient tout le contraire. C'est la petite recommandation de la fin qui toujours disait oui, bien sûr, vous pouvez vous faire vacciner, c'est sûr, etc. Mais au niveau scientifique, il n'y a rien. C'est basé sur rien. Donc moi, je leur ai dit, au Conseil de l'Ordre, je leur ai dit, mais fallait-il donc que je mente à mes patients? C'est fort. Et ça, je leur ai balancé ça, parce que il fallait qu'ils entendent ça. C'était l'ordre national ou régional là? C'est national. Hein. Là, c'était régional. Je me suis fait complètement étaler. J'ai pas pu. Non, c'est au national que je leur ai dit ça. Et national, quand je leur ai dit ça, je vous dis pas la tête qu'ils ont fait. Parce que régional, on entend souvent que les médecins sont un peu dénués de conflits d'intérêts par rapport au national. C'est ce qu'on nous a souvent dit. Alors là, je vous ai dit au régional, l'audience s'est faite à huis clos, ce qui était absolument pas normal. Les quelques personnes qui étaient en bas du Conseil de l'Ordre au rez-de-chaussée étaient très calmes et il n'y avait aucun problème. Mais donc, le juge, en quelque sorte, moi j'estime qu'il a pris parti pour l'ordre, tout simplement, parce qu'il a fait un huis clos qui n'était pas du tout justifié. Donc, on peut en chercher la raison dans ce genre de choses. Annick qui nous demande est-ce que ce docteur peut toujours pratiquer maintenant? Sinon, comment? De quoi vit-il? Merci à lui, merci à vous donc pour votre intégrité et courage. Ben non, en ce moment, je suis suspendu en fait depuis février inclus jusqu'à juillet inclus. Et j'ai été déjà suspendu 6 mois par l'ARS, puisque là, j'ai pas voulu leur dire si j'étais vacciné ou pas. Ah d'accord. Donc là, j'ai pas voulu leur dire. Donc évidemment, ils me demandaient un papier où il fallait que je dise, il fallait que je certifie que j'étais vacciné. Ben, j'ai pas voulu leur dire parce que j'estimais que c'était pas leur truc, c'était pas. Ils n'avaient pas à me demander ça. Donc évidemment, j'ai été suspendu déjà par l'ARS et là par l'ARS sans jugement. Question bête, mais parce qu'on a beaucoup travaillé, nous, dans les médias libres, avec des médecins qui ont essayé d'avoir cette liberté de prescrire. Quand vous êtes suspendu, qu'est-ce que ça veut dire au niveau... comment est-ce que vous vivez? Quels sont les impacts financiers? Ça veut dire concrètement que je peux pas faire un travail de médecin. Je peux travailler comme un, je sais pas, si vous voulez, comme un rebouteux, quelque chose comme ça. Je peux pas demander d'honoraires, je peux pas prescrire. Voilà, oui, d'accord. Question prescription, je peux pas prescrire quoi que ce soit, ni radio, ni médicaments, ni arrêt de travail, ni rien. Je peux pas faire un travail de médecin. Mais si je peux me permettre, pardon, vous qui semblez avoir une petite expérience quand même, c'est la première fois qu'on a été aussi dirigiste avec les médecins? À mon avis, oui. Oui, c'est la première fois. Je pense qu'il y a quelque chose déjà qui se dessinait en 2008 avec le H1N1, etc. Ça commençait à sentir un peu le roussi. Et puis, ça pouvait ressembler un peu à ça. Mais ils n'avaient pas assez d'expérience dans le... Bon, là, ils ont acquis leur expérience, en fait, dans la crise 2008-2009.
Et puis, ils nous ont ressorti cette expérience-là pour le Covid. Là, ils étaient rodés. Mais parce qu'on est bien d'accord que la médecine n'est pas une science, mais un art. Donc, normalement, n'importe quel médecin est censé choisir le traitement qui lui semble le mieux adapté à son patient. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, mais alors ça, c'est vraiment la théorie. C'est plutôt l'art de la médecine. Oui, c'est une conception, en fait. C'est une conception que j'ai aussi, mais bon, par rapport à ces gens-là, si vous voulez, il faut montrer qu'on a des connaissances précises et voilà, et qu'on se base sur la science. Mais le problème, c'est qu'eux-mêmes, eux, ne se basent pas sur la science. Sur leur science et sur leurs standards. Mais c'est ça, parce que moi, j'ai pas le souvenir d'avoir vu le Conseil de l'Ordre réagir quand Olivier Véran a menti à la télé, dont j'ai le souvenir extrêmement vivace, en nous expliquant qu'il fallait que tout le monde se vaccine, parce que comme le vaccin empêchait la transmission, si tout le monde était vacciné, le virus disparaîtrait. Et ça, il l'a dit. Enfin, il y a des vidéos si Google n'a pas encore tout nettoyé. Je lui redemande encore la preuve de ce qu'il a dit. Parce que, non, mais il n'y a pas de preuve, vu qu'on sait que Pfizer n'avait même pas fait ces études-là. Bah oui, mais ils n'ont rien fait. Voilà. Et on va se fier aux études faites ou pas faites d'une société multirécidiviste, Pfizer. On rappelle que le numéro 2 de Pfizer a dit en septembre 2022, bien sûr que non, on n'avait pas le temps de tester la transmission. Et puis ils se sont quand même bien garantis une clause de non-responsabilité au niveau européen. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas responsables juridiquement. Oui, ça c'est quelque chose d'absolument incroyable aussi. Et une chose aussi que je veux dire, c'est qu'il y a une sorte d'inversion accusatoire, puisque les effets secondaires sont nombreux. Et curieusement, on en attribue les symptômes au Covid-19, alors qu'ils concernent souvent des gens injectés en grande majorité. Donc, c'est une aversion accusatoire, c'est-à-dire qu'on m'accuse de ce qu'on fait aux patients, en fait. C'est vrai. C'est vrai. Et ce qui est rigolo, ce qui est scandaleux, donc ça, c'est l'info qui est sortie il y a quelques jours, comme ça, je vous le rappelle, les amis. L'Ordre des médecins de Paris, son élection a été annulée pour la deuxième fois pour fraude. Là, il y a une semaine. Donc en fait, ces gens-là qui viennent essayer un petit peu de tirer et de faire chier là, les médecins qui font leur boulot, eux-mêmes sont pas clean et ils ont été annulés pour la deuxième fois par le tribunal administratif ce 4 avril, l'élection dans leur scrutin de février 2024. Ça, c'était le premier scrutin et la deuxième fois, c'était en octobre. Donc c'est quand même le monde à l'envers. On a l'impression en tant que citoyen qu'il ferait mieux de s'occuper de leurs affaires quand on voit aussi les scandales en 2019 où ils n'avaient pas déclaré une somme d'argent mirobolante pour essayer de truquer leur compte. Oui, puis il y a aussi un deux poids deux mesures énorme parce que alors on voit qu'ils ont protégé toutes sortes de personnes qui étaient quand même pas très nettes. Moi, je suis en train de constituer une liste qui s'allonge de jour en jour, là, avec le Squarneck, avec tous ces gens-là, enfin, Dr Azout, qui doit être décédé maintenant, je pense, Dr Torjman à Paris, enfin, tous ces gens-là ont violé impunément pendant des années des femmes ou des enfants. Le Squarneck, c'est je crois, 379 enfants, il y en a eu 80 de prescrits, et donc, ça fait 299 qui restaient à juger. Il est en cours de jugement, le Squarneck. Pendant les opérations. Merci. J'avais quand même une dernière question à vous poser, docteur. Parce que c'est vrai qu'il faut le rappeler, les médecins à l'époque qui vaccinaient dans les vaccinodromes à tour de bras, c'est le cas de le dire, ils touchaient un sacré pactole. Il y en a qui se faisaient 2, 3, 4 000 euros par week-end. 900 euros par jour. Ouais, voilà, il y en a qui faisaient des week-ends à 1000, 2000, 3000 euros, quoi. Oui, puis le week-end, c'est encore plus. Oui. C'était à la chaîne, c'est un business rentable. Est-ce que malgré tout, vous avez eu, des soutiens de vos confrères de certains de vos confrères? Non, c'est-à-dire que j'ai eu des soutiens de personnes qui étaient dans le même genre de situation que moi. Oui, j'ai été contacté, mais c'est un soutien surtout moral. Et puis quand je suis allé passer à Paris, j'avais une amie qui était de l'Aveyron qui est venue me soutenir aussi. Enfin bon, il y a Éric Loridan qui m'a appelé. Enfin bref, voilà quoi. Mais on a surtout un soutien moral, mais j'ai pas été assisté par aucun médecin. C'est intéressant. C'est fou de se dire aujourd'hui, on est quand même à l'heure où, on avait vu cette vidéo dont on avait reparlé dans un des premiers Nexus Refait L'actu, où on voit ces médecins qui disent, le gars dit,
fait une caméra cachée, j'ai pas trop envie de me vacciner, c'est le travail qu'il veut, vous en pensez quoi, médecin? Et puis lui, allez, on y va, on se vaccine maintenant à tour de bras, comme tu dis. Maintenant que vous êtes là, on se vaccine. Ah ben, moi-même qui étais dans... Pardon, et ce médecin-là n'est pas... ce type de médecins ne sont jamais emmerdés. Ceux qui sont emmerdés, c'est ceux qui essaient de respecter la liberté de prescrire. Donc on peut se dire, même si... Peu importe ce qu'on croit, on peut quand même... D'ailleurs, moi-même, le truc qu'on a dit et redit. J'étais allé, et je regrette de ne pas avoir eu une petite caméra cachée pour avoir sorti les images. J'étais allé dans un vaccinodrome à cette époque pour demander, avec un article du Monde à l'appui, à l'époque, qui avait pas fait grand bruit, mais qui était quand même... qui est toujours sur le site du Monde, donc respect à eux, ils ont quand même eu le courage de le garder, qui parle de ces fameuses données qui ont fuité du dark web, qui montrent des échanges entre l'Agence européenne du médicament et Pfizer, et l'Agence européenne du médicament qui dit que dans le contrôle de certains lots, ils ont vu qu'il n'y avait pas la quantité d'ARN normalement intègre qui est censée être dans les vaccins à 60-63% normalement pour valider le vaccin comme efficace entre guillemets. Ils ont retrouvé des taux de l'ordre de 50-52%. Et la question qu'ils posaient dans l'article, c'était quid du coup de cette différence? Et c'était un point bloquant pour l'Union européenne à l'époque. Pas de réponse de Pfizer. Nous, à l'époque, à Nexus, on avait posé la question à leur service de presse, aucune réponse. Et dans les vaccinodromes, les médecins et les personnes qui vaccinaient n'avaient aucune connaissance. Et tu étais en caméra cachée dans le vaccinodrome? Malheureusement, non. J'y suis allé pour accompagner quelqu'un qui allait se faire vacciner. Et j'ai dit, attends, j'aimerais quand même poser la question à une des personnes. La personne m'a dit, écoutez, monsieur, c'est une fake news. Dit non, c'est un article du Monde. Regardez, c'est officiel. Elle me dit, écoutez, monsieur, je ne sais pas de quoi vous parlez. Est-ce que vous voulez être vacciné? Je dis, bah non, je veux juste savoir, est-ce que vous savez, vous, ce que vous injectez dans le bras de vos patients? Personne ne savait répondre à ça. Et ça a été un espèce de sketch où la personne qui était là allait chercher le responsable pour savoir ce qu'il fallait faire, à deux doigts d'appeler la police parce que j'étais en train de troubler l'ordre public. Et en fait, c'est quand même terrible. Ces gens-là étaient là pour faire du fric. Ouais, mais c'est ça qui est hallucinant. Et c'est ce que vous y disiez tout à l'heure, docteur. C'est que normalement, un vaccin, avant d'être sur le marché, ça prend 10 ans. Et là, 6 mois, voilà, sans la moindre garantie, sans la moindre étude, c'est lunaire. Ouais. Alors moi, si vous voulez, je pense qu'il faut absolument qu'on change de stratégie. Moi, j'ai fait un parcours seul, en fait, dans cette histoire, c'est tout seul. Mais ça va pas, parce qu'à part Perron, je crois que le professeur Perron, et encore, il me semble que c'est pas complètement fini, son histoire. Bon, même Raoult s'est fait étaler, enfin voilà, quoi. Et il faut absolument qu'on soit groupé. Il faut qu'il y ait plein de gens qui fassent comme moi, qui aillent à la CEDH. Plein. Il faudrait que vous pourriez faire une plainte tous ensemble avec Louis Fouché, Eric Loridan. Mais il faut qu'on fasse ça. Chacun, c'est une démarche individuelle. Mais il faudrait qu'il y en ait plein en même temps. Ah ouais. Et c'est pas donné. C'est pas donné. C'est mon avocat qui m'a dit ça. Il m'a dit que c'était une démarche individuelle. Mais si on en fait plein en même temps, ça finit par avoir du poids. Il faudrait vraiment qu'on change un peu cet individualisme c'est ça qui nous fiche en l'air, en fait. Bah, on lance l'idée là sur Nexus et si vous avez besoin de contact pour ça, on pourra continuer parce que je pense effectivement que c'est une idée qui peut résonner chez beaucoup de gens. Et dans le chat, on nous demande qui est notre invité. C'est bien le docteur François Siller qui est médecin à Autun dans le 71. On nous a demandé si vous aviez comment est-ce que vous vivez justement. C'est vrai que tout à l'heure on commençait à parler de la suspension. Comment est-ce que vous arrivez à vivre quand on est suspendu, parce que les répercussions financières sont dramatiques. Oui, alors il y a certains paiements qui sont faits par la Sécu en ce moment qui dépendent de l'exercice que j'avais avant. Il y a un peu d'argent liquide qu'on a gardé aussi en réserve. De l'épargne, ah oui, d'accord. Une épargne, parce que sinon, c'est pas jouable. Vous savez que c'est mal d'avoir de l'argent liquide. Puis alors oui, pour faire baisser les charges, parce qu'il y a aussi les charges qui dégringolent sans état d'âme. Hein. Oh, donc j'ai un statut de médecin non exerçant pour payer seulement après la caisse de retraite et puis l'URSSAF. Et si vous vouliez, parce qu'on sait que par exemple c'était horrible parce qu'il y avait des infirmières suspendues par exemple en 2022-2023 qui ne pouvaient même pas aller travailler ailleurs pendant leur suspension pour refuser le vaccin avec la loi du 15 septembre. Est-ce que les médecins généralistes dans ces cas-là, dans votre cas, peuvent éventuellement retourner chercher du travail ailleurs? Non, là je peux.
Non, je peux même pas aller en Suisse en ce moment parce que je peux pas, étant donné que je suis sous le coup d'une condamnation, je peux pas aller travailler en Suisse. Et alors, à plus forte raison en France. D'accord. Donc, Intéressant. Et pour finir cet entretien, une dernière question, parce que quel est votre regard à vous en tant que vous n'êtes pas non plus un médecin débutant, quel est votre regard sur la société en général? Parce que là, quand on essaye de comprendre le monde, on voit quelque chose de fou aujourd'hui. Nous, on est stigmatisé dans le journalisme. Dès qu'on essaie de donner la parole à des gens libres, on essaie de faire un travail juste intelligent. Et on est targué, par exemple, on va entendre du complotisme, ou je sais pas, moi, je ne fais pas ce terme, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et je déteste ça. On fait un travail rigoureux, intelligent. Voilà ce qu'on fait. Et vous, vous essayez de faire quelque chose qui en tient à la mission de base de l'Ordre des médecins, à l'indépendance. Quel est votre regard, vous, sur la société aujourd'hui? alors, si vous voulez, moi, j'essaye de pas être désespéré parce il faut pas que c'est très important de ne pas être désespéré. Je veux pas, c'est pas possible. Il faut combattre. Mais cependant, moi, j'ai l'impression clairement d'une espèce de stratégie de destruction généralisée de la société, quoi, tout simplement. J'ai pas l'impression qu'il y ait un seul secteur qui soit épargné. C'est vrai. Tout y passe, hein. L'éducation, la santé, l'armée, enfin tout. C'est pas compliqué, hein. L'économie. C'est vrai qu'on est un peu cerné. Mais spoiler alerte, c'est exactement ce qui est en train d'être fait, mais de manière, enfin sciemment quoi. Enfin Oui, c'est en je plus pense délibéré. enfin voilà, moi j'ai beaucoup suivi Poussard quand il racontait l'histoire de Macron. Alors, pas forcément Brigitte, c'est encore un autre truc, mais l'histoire de Macron montre quand même quelques petits événements troublants dans son parcours qui montrent qu'il est programmé depuis longtemps pour être mis à ce poste et pour faire ce qu'il est en train de faire. Voilà. Oui. Donc en gros, l'idée c'est de détruire la France. Le dernier truc d'ailleurs qui reste à prendre, c'est l'épargne. Ils sont en train de nous faire le coup avec la dette et le réarme Europe. Et puis une fois que ça aura été volé, il restera plus qu'à fondre la France dans une espèce de truc fédéral européen dont personne ne veut, aucun peuple en Europe. Voilà. Alors, en tout cas, c'est ça le projet. Pardon. Vous parliez d'espoir justement et de garder l'espoir. Et dans le chat, en tout cas, beaucoup de gens sont réceptifs à votre message et vraiment remercient ce que vous avez fait, même si vous prenez des coups. Et en fait, voilà, j'entendais quelqu'un parler et dire sur un podcast, on n'est pas victime. Et effectivement, on encaisse des coups. C'est des coups qu'on encaisse, mais on n'est pas victime de ce qu'on vit là. Oui, c'est-à-dire que si on entérine le fait d'être victime, à ce moment-là, on n'agit plus, et puis on déprime, et puis voilà, et puis on fait plus rien, quoi. Mais donc non. Il y a des vraies raisons d'être optimiste parce que à côté de ça, il y a quand même, avec ce qui est en train de se passer en ce moment, il y a un réveil des peuples qui est de plus en plus marqué. Clair. Voilà. Et puis, en général, ça fait boule de neige, quoi. Et donc, il y a un moment où les gens un peu réveillés par rapport à ça seront assez nombreux pour que les autres basculent naturellement. En tout cas, moi, c'est ce que je crois. C'est un bel espoir que tu nous donnes là aussi, voilà. Au bon tweet. Voilà, faut jamais oublier que pendant la guerre, il y avait un pourcentage infime de résistants. Jusqu'au 6 juin 1944, où après toute la France l'est devenue en un jour. Ah mais en général, les manifestations sont minoritaires. Hein. Même Martin Luther King avec, j'ai oublié le nom du parti, mais c'était aussi minoritaire ce parti-là. Mandela, non, pas forcément, mais tu vas prendre des révolutions comme celle à Cuba, par exemple, c'était vraiment une toute petite poignée de personnes. Quoi. Après, tu as du soutien de population qui bouge pas, mais qui soutient, tu vois, Puis l'époque veut qu'il y ait beaucoup d'attentisme. Mais bon, il faut pas perdre espoir. Et il y a un potentiel. Il faut absolument qu'on marche là-dessus. On tienne compte de ça. Ouais. Complètement. Merci en tout cas, docteur, d'être venu. C'était un plaisir de vous donner la parole. Je remercie de m'avoir donné la possibilité de parler parce que effectivement, jusqu'à maintenant, il y a quand même. Je remercie aussi mon comité de soutien parce que et Dany Poulet qui est extrêmement active. Voilà. Et puis FR3 et le journal de Saône-et-Loire aussi qui m'ont aidé aussi.
C'était un plaisir. Il y en a qui font le job. En tout cas, on vous retrouvera pour la suite de votre procédure, parce que vous allez à la Cour européenne de justice. Donc, on sera ravis de vous recevoir. Européenne, CEDH. C'est à la Cour européenne des droits de l'homme, d'accord. Oui, c'est curieux, c'est la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne, qui a donné cet avis, mais c'est autre chose. La CEDH, c'est une autre cour. Ah oui, ok. Oui, il y a les deux. Mais elle s'occupe de domaines différents. On sera très intéressé de voir quelle suite sera donnée à votre affaire, en espérant qu'elle soit favorable. Complètement. Okay, merci à bientôt. beaucoup. Merci encore, docteur. Docteur Siller. Au revoir. Docteur Siller à Autun. Docteur Siller, vraiment, c'est respectable, c'est courageux, et puis c'est scandaleux de voir ça. Il y a des médecins qui font leur job, et en même temps, qui gardent le moral et la fleur au fusil.